Les podcasts du Figaro. Il y a quelque chose sous le sol de Wałbrzych en Pologne. Les rumeurs le disent depuis longtemps. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette ville de Basse-Silésie a été le théâtre d'opérations mystérieuses. Les nazis y ont fait creuser des tunnels. C'est le projet Riese. Riese en allemand, ça veut dire géant. En dessous du château de Kasiąż, un dédale devait abriter des appartements somptueux pour Hitler ou pour des dirigeants du régime. Et d'autres galeries devaient être assez vastes pour accueillir une gare. Bref, il devait y avoir une sorte de base secrète. Le projet est fou. Mais l'avancée de l'armée rouge et la fin de la guerre en ont décidé autrement. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Parce qu'elle nous plonge dans les mystères de l'histoire, les grandes chasses au trésor fascinent. Qu'il s'agisse de trains enfouis dans les entrailles de la Terre ou de bateaux engloutis par les océans, ces traques ont souvent des enjeux importants. Des enjeux de mémoire, des enjeux financiers. Elles nourrissent aussi la passion des aventuriers, mais parfois celle des États. D'où viennent donc ces rumeurs ? En 1945, quand tout est perdu, les Allemands évacuent leurs biens et leur or de Wrocław, à 70 km au nord. Mais impossible pourtant de retrouver la trace de ces richesses qui ont, pour beaucoup d'entre elles, été volées aux victimes juives. À Wałbrzych pourtant, des mineurs et des tunneliers disent qu'ils ont aperçu des trains s'enfoncer sous la terre et que l'un d'eux aurait emporté le trésor avec lui. Les tunnels de Wałbrzych alimentent les fantasmes. Quelques galeries se visitent, mais on ignore l'étendue exacte du projet, de même que les zones qui seraient aujourd'hui effondrées. Quant à l'or nazi, il doit bien être quelque part après tout. Fascinés par le mystère, deux hommes ont cru à la légende. En 2015, l'Allemand Andreas Richter et le Polonais Piotr Koper, qui se présentent comme des historiens amateurs, pensent avoir trouvé le trésor. L'Allemand vit depuis une vingtaine d'années à Wałbrzych. Il s'occupe de recherches généalogiques. Son comparse, lui, gère une entreprise de construction. Et tous deux sont convaincus d'avoir identifié l'emplacement du train perdu. Un terrain à la sortie de la ville où l'on a récemment découvert d'anciens rails. Ils disent aussi avoir eu en leur possession un indice clé. Sur son lit de mort, l'un des anciens ouvriers de Wałbrzych aurait fait une confidence à Richter. Il lui aurait indiqué le lieu exact où le train aurait disparu. Richter et Koper sont si convaincus qu'ils sont prêts à investir leurs économies. L'affaire semble rentable, surtout depuis qu'en 2015, une nouvelle loi polonaise accorde 10% du butin à toute personne qui découvre un trésor. 4 ans plus tard, ils n'ont rien trouvé et ne se parlent plus. Christelle Fauken, qui est la présidente de l'Association des historiens privés, leur faisait office de porte-parole. Pour elle, c'est une évidence. On a fait en sorte de les séparer. Elle semble croire à une sorte de complot pour maintenir entier le mystère du train d'or. Et son explication est la suivante. C'est le gouvernement polonais qui aurait volontairement sabordé les recherches de crainte de devoir rendre le trésor aux Alliés. Reste à savoir pourquoi les nazis seraient allés cacher leur or à Wałbrzych et non à Berlin, plus loin du front de l'Est. Et à ça, Christelle Fauken répond que l'histoire du train d'or nazi est une invention des médias. Elle tient à le rappeler. À aucun moment, ils n'ont prétendu avoir trouvé un train d'or. Ce que leurs témoins auraient vu serait un train militaire. Il ne faut pas discuter longtemps avec elle pour que son espoir et ses convictions profondes ressurgissent. Et elle se résume à un chiffre, 10 milliards d'euros en or. Car les chercheurs de trésors estiment que le train blindé aurait pu transporter jusqu'à 300 tonnes d'or. Cela reste entre guillemets une possibilité, d'après Christelle Fauken. Comme si cette nuance était un gage de fiabilité. Les autorités polonaises y ont cru elles aussi. Ce train existe, c'est sûr, à 99%. C'est du moins ce qu'a déclaré Piotr Żuławski, le conservateur général des monuments polonais, à la fin de l'été 2015. D'après lui, le train mesurait 100 mètres de long, et le fait qu'il soit blindé indiquerait bien qu'il transporte une cargaison spéciale. Mais le mystère demeure sur ce qui se trouve précisément à l'intérieur. Des équipements militaires, mais aussi peut-être des bijoux, des œuvres d'art ou encore des archives. Les arguments de Richter et Koper ont visiblement
convaincu le conservateur, qui les a exposés à des journalistes ébahis lors d'une conférence de presse. Après une longue bataille juridique, les 2 chasseurs de trésors ont obtenu le droit d'examiner le terrain avec ce qu'on appelle un géoradar, c'est-à-dire un radar à pénétration de sol. Et ils ont été stupéfaits par leur découverte. Sous terre, une forme étrange indique la présence de métal. Les photos sont dignes d'un test de Rorschach. On y croit en effet distinguer des wagons et des tourelles. Les 2 chasseurs de trésors veulent aller alors plus loin et mobilisent une équipe d'une 30aine de personnes. En septembre 2015, leur découverte s'ébruite et Waubje attire l'attention des médias dans toute l'Europe. Richter et Koper demandent l'autorisation de creuser. Sur place, c'est l'effervescence. Les curieux et les médias se précipitent sur les traces du trésor. Richter et Koper et leur équipe tiennent des conférences de presse régulières. Le Polonais annonce un jour qu'ils ont trouvé des matériaux qui ne sont pas d'origine, vraisemblablement du ballast, ce qui, d'après lui, aurait pu servir à des travaux d'étanchéité pour un tunnel. Les habitants de la région se laissent prendre au jeu et se mettent à y croire. Les responsables locaux, eux, sont dubitatifs, mais sous pression. Un géologue reconnu à l'université de Cracovie les met en garde. Il se dit terrifié par des résultats si peu professionnels. Le professeur propose donc son expertise pour démêler le vrai du faux. Avec une équipe d'une 10aine de scientifiques, il analyse le terrain. Il propose d'employer 2 méthodes. Une méthode gravimétrique, qui sert à détecter le vide créé par un tunnel, et une méthode magnétique, qui doit révéler la présence de métal. Mais une ligne à haute tension perturbe les mesures. La zone est donc particulièrement difficile à examiner. Ils parviennent cependant à développer une méthodologie de recherche adaptée et annoncent leurs résultats lors d'une grande conférence de presse en décembre 2015. Leur conclusion est qu'il y a peut-être un tunnel, mais qu'il n'y a pas de train enterré. C'est la composition du sol qui explique les anomalies détectées par les historiens amateurs. Richter et Koper assistent à la présentation. L'aventure semble close. Mais 90 chaînes de télévision du monde entier sont venues couvrir l'événement. Les 2 amateurs tentent d'argumenter en leur faveur et persistent à vouloir poursuivre leurs recherches. Et ils tiennent à rassurer les contribuables. Tout est à leur charge, rien ne coûte à la ville. Ils veulent simplement savoir, c'est oui ou c'est non. Et d'après eux, il faudrait creuser à 7 mètres de profondeur pour en avoir le cœur net. L'attrait du mystère est plus fort que les conclusions scientifiques du géologue. Christel Focken continue de mettre en doute ses conclusions. Son argument est simple. Le géologue n'est pas allé sous terre. S'il n'y va pas pour vérifier, ce qu'il dit est aussi hypothétique que le reste. Mais les soutiens, comme l'envie de continuer, se sont dissipés au fur et à mesure. En 2018, Richter a jeté l'éponge. Il dit vouloir arrêter entre guillemets de faire des bêtises, car le prix de ses recherches est considérable. Entre la main-d'œuvre, les coûts techniques et l'interruption de son travail, il dit avoir dépensé environ 80 000 €. S'il continue d'affirmer qu'il est sûr à 95% que le train existe, l'argent a eu raison de sa collaboration avec son associé. Piotr Koper, de son côté, y croit encore, mais à condition de pouvoir creuser plus profondément. Il promet de continuer durant l'hiver. La période est selon lui plus propice, car sans les feuilles au sol, le terrain est plus accessible. En attendant, la médiatisation du trésor nazi a transformé Waubje en attraction touristique. À l'annonce de la découverte, entre guillemets, de Richter et Koper, la fréquentation du château de Kachange a explosé. Quelques autres personnes ont profité de l'effervescence pour investir judicieusement. C'est le cas de Darius Domagala, le propriétaire de la télévision locale qui a largement donné la parole aux chercheurs de trésors. L'homme d'affaires est également propriétaire d'un hôtel et d'un restaurant. Il s'est empressé de déposer la marque Złoty Pociąg, le train d'or en polonais, pour commercialiser des souvenirs, des t-shirts et même des bières. Comme il le résume finalement très bien, « Des nazis et de l'or, cela fonctionne toujours. » L'homme d'affaires n'espère qu'une chose, que la présence du train ne soit jamais prouvée ni démentie. Même si depuis la fièvre est un peu retombée, Waubje est définitivement sorti de l'anonymat. Merci d'avoir écouté cet épisode. La prochaine fois, je vous raconterai une autre histoire de chasse au trésor. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et nos réseaux sociaux.
Cette histoire est à l'origine un article écrit par Nicolas Barotte dans Le Figaro du 20 août 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.